Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, Gauthier et moi-même allons vous présenter un webinaire sur l'approche performantielle de la durabilité, donc ce qui existe à l'heure actuelle, ce qui est fait à l'heure actuelle pour développer encore cette approche performantielle. Donc je m'appelle Lucie Schmitt, je travaille au CERIB, au département microstructure, modélisation et durabilité en tant qu'ingénieur. Et je m'appelle donc Gauthier Martin et je suis également ingénieur au département microstructure, modélisation et durabilité. Donc nous allons démarrer la présentation en commençant par quelques définitions sur l'approche performantielle. Donc l'approche performantielle est souvent mise en opposition avec l'approche prescriptive, qui est une approche qui est basée sur une obligation de moyens. Obligation de moyens notamment via les données liées à la formulation des bétons. Donc données liées à la formulation des bétons via les tableaux NAF de la norme béton, la norme 206, ou via le tableau 8B du fascicule 65. L'approche performantielle, quant à elle, se base plutôt sur des obligations de performance et non de moyens, c'est-à-dire qu'on va plutôt étudier les propriétés du matériau qui pourraient nous être intéressantes vis-à-vis des espèces agressives que rencontrera le béton dans sa vie. Donc c'est une approche qui est plutôt quantitative rationnelle et qui est directement en relation avec les propriétés physiques quantifiables. Donc elle se base sur deux outils, les indicateurs de durabilité et les essais de performance. Donc on précisera par la suite ces deux outils qui sont complémentaires. Donc en termes de conséquences, l'approche prescriptive qui est utilisée traditionnellement donc se base sur des obligations de moyens avec des compositions de béton qui sont limitées via les différentes classes d'exposition en vigueur et avec des épaisseurs d'enrobage fixées. L'approche performantielle, quant à elle, permet d'avoir une plus grande liberté finalement sur la formulation des bétons, donc via l'utilisation de granulats plutôt locaux, des granulats recyclés, également sur l'utilisation de liants ternaires avec différentes additions dans le béton. Donc l'idée, c'est vraiment de justifier la durabilité du béton via des essais de durabilité, donc à la fois les indicateurs de durabilité et les essais de performance. Également, là, il y a la possibilité de moduler les épaisseurs d'enrobage. Également, il faut savoir qu'il est quand même nécessaire d'utiliser des constituants aptes à l'emploi selon la norme béton. Donc, contrairement à l'approche prescriptive, on est plutôt sur des obligations de résultats plutôt que de moyens. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Lucie qui va vous parler des intérêts de l'approche performantielle, donc à la fois technique, écologique et puis économique. Voilà, donc en ce qui concerne l'approche performantielle et ces quelques définitions normatives qui viennent d'être données, donc voilà, on va enchaîner sur les intérêts, notamment les intérêts industriels de cette approche. Tout au long du webinaire, n'hésitez pas, d'ailleurs on ne l'a pas précisé au départ, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou sinon même à la fin du webinaire. Et également, vous aurez accès à nos adresses email pour nous contacter après ce webinaire. Donc pour commencer, sur l'aspect un peu technique et écologique de l'intérêt de l'approche performantielle. Donc l'approche performantielle, de par cette obligation de performance plutôt que cette obligation de moyens, elle va donner un degré de liberté plus important pour la fabrication des bétons et notamment faciliter la mise au point de bétons innovants. En réalité, donc, vu qu'on va devoir se raccrocher à des résultats d'essai, donc vraiment à la performance de notre béton, on va pouvoir un peu diversifier les constituants de nos bétons. Donc à la fois favoriser tout ce qui est liant innovant, liant ternaire par exemple, donc une liberté de formulation plus importante. Ensuite, directement, on arrive à la minimisation de l'empreinte environnementale de nos bétons, puisque, vous le savez certainement, mais la fabrication du ciment, fatalement, est assez émettrice de CO2. L'idée, en fait, de diversifier les constituants du béton, notamment en termes de liants, va pouvoir permettre d'intégrer des coproduits, encore de façon plus importante que ce qui est fait aujourd'hui dans la fabrication de notre béton. On voit également la minimisation de l'empreinte environnementale de par l'utilisation de granulats qui pourraient être plus locaux ou qui pourraient directement provenir d'un chantier de déconstruction, par exemple. Donc voilà, tout ce que je vous dis là, c'est des choses qui sont déjà autorisées par la norme, mais que l'approche performantielle pourrait développer encore davantage.
Donc voilà, une justification de l'emploi de constituants locaux, hein, c'est ce que l'on vient de dire. Et donc, cette approche performantielle va pouvoir aussi mieux valoriser les couples béton-enrobage. C'est-à-dire qu'en utilisant l'approche performantielle dans la formulation de notre béton, va nous permettre aussi à terme, si les normes sont encore développées, d'utiliser cette approche pour la définition des enrobages. Donc de valoriser un couple béton-enrobage, donc à la fois de jouer sur l'aspect écologique, technique et économique d'un matériau béton, mais aussi de la quantité de ce matériau que l'on va utiliser pour notre produit en béton ou notre ouvrage. Donc toute cette approche vise à valoriser encore davantage les performances élevées de produits en béton. On arrive en fait finalement maintenant à l'intérêt économique, même si vous l'avez peut-être déjà perçu. Depuis 2013 jusqu'à environ mi-2017, une tonne de CO2 coûtait environ 5 euros. Déjà aujourd'hui, la tonne coûte 25 euros. Donc déjà en 2019, en l'espace de 2 ans, on a fait x5 par rapport au prix de la tonne de CO2 émis lors de la fabrication de nos produits, de notre ouvrage. Il se trouve que ça peut encore augmenter dans les années à venir et que même ça va augmenter. Donc tout ce qui peut nous permettre finalement de réduire l'empreinte écologique du béton est très intéressant d'un point de vue technique et bien sûr écologique, mais également économique. C'est la conséquence directe de l'approche performantielle. Finalement, comment faire? Puisque, on l'a dit, l'approche performantielle, elle existe déjà aujourd'hui. Elle existe également dans les normes, mais elle n'est pas développée. Ce dont on dispose aujourd'hui, c'est de l'Eurocode, des Eurocodes pour le dimensionnement. Donc on va se baser sur une classe structurale, sur une classe d'exposition, mais finalement pas nécessairement ou pas encore assez sur les performances des bétons. On dispose également de la norme NFE N206 pour la formulation du béton via les tableaux NAF 1, 2, 3 ou 4. Et donc l'Eurocode couplé à la norme NFE N206 va nous permettre de formuler un béton, mais de manière entre guillemets assez bridée, également pour la définition de l'enrobage, sans forcément valoriser les propriétés du béton. À l'avenir, ce qui est envisagé, c'est une révision du contexte normatif et notamment des Eurocodes pour introduire beaucoup mieux ce qu'on appelle les ERC, donc Exposure Class Resistance Classes. En fait, ça veut dire quoi finalement? C'est directement les performances des bétons, c'est directement tenir compte de la performance du béton pour définir son enrobage. Par exemple, une vitesse de carbonatation, comment le béton résiste à la carbonatation ou comment il résiste à la pénétration des ions chlorure. Ces propriétés vont pouvoir nous amener à l'avenir, donc demain ou après-demain, à la définition d'un enrobage. C'est directement l'introduction de l'approche performantielle dans le contexte normatif, qui sera donc beaucoup plus développée que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc évidemment aussi dans la norme NFE N206 pour la définition de la formule béton, en plus de l'enrobage. Donc maintenant, on va regarder de manière un peu plus près le fonctionnement concret de l'approche performantielle, donc via les deux méthodes d'application de cette approche, l'approche absolue et l'approche comparative. Donc tout d'abord, il est important de dire que ces différentes approches sont décrites dans des guides, notamment le guide FNTP FFB série de FIB, donc qui traite de la méthodologie d'application du concept de performance équivalente des bétons. Également dans le guide LCPC sur l'application de l'approche performantielle. Et puis bien sûr sur le fascicule 65 pour les ouvrages d'art. Donc première des deux méthodes, l'approche performantielle comparative, donc qui est explicitée dans le guide FNTP FFB série de FIB. Donc là en fait l'objectif c'est d'évaluer les propriétés de durabilité d'un béton à qualifier. Donc voilà les performances réelles de durabilité vis-à-vis d'un béton de référence. Ce béton de référence, lui, respecte la norme béton, la norme 206, ou le fascicule 65, en fonction de son application. Ce béton de référence a également d'autres conditions à respecter. Ces conditions sont décrites du coup dans le guide FNTP FFB série de FIB. Également, il est bon de savoir que ces critères performantiels ne s'ajoutent pas aux valeurs limites qui sont données par l'approche prescriptive dans les tableaux NAF de la norme béton, mais il les remplace directement en termes de garantie de durabilité. Voilà, donc l'idée, c'est de justifier la durabilité du béton via des essais de durabilité. Donc si on prend le cas concret de deux classes d'exposition, que sont les classes XC et XS, donc qui traitent de la corrosion induite par carbonatation et de la corrosion induite par les chlorures de l'eau de mer. On a donc deux essais de durabilité pour la carbonatation et puis pour les chlorures.
Et donc l'idée dans ce cas-là est de vérifier que les performances donc, du béton inqualifié sont au moins équivalentes à celles du béton de référence. Donc pour la carbonatation, il s'agit de mesurer la profondeur de béton carbonaté et de vérifier que cette profondeur de béton carbonaté à la même échéance est inférieure ou égale à celle du béton de référence. L'idée est équivalente hein, pour la classe XS. On mesure le coefficient de migration des ions chlorure et on regarde s'il est inférieur ou égal au coefficient de migration des ions chlorure du béton de référence. La deuxième approche performantielle, l'approche performantielle absolue. Donc là, on nous a extrait un tableau du fascicule 65, le tableau 8D pour les classes XC, XS et XD. Donc dans cette approche performantielle absolue, l'idée, ce n'est plus de comparer un béton de référence, mais donc d'évaluer les propriétés de durabilité du béton et de vérifier si elles sont inférieures à des valeurs seuil. Donc là, typiquement, dans le fascicule 65, nous avons trois indicateurs de durabilité que sont la porosité accessible à l'eau, la perméabilité au gaz et le coefficient de diffusion apparent des chlorures. Et donc, ce qui est intéressant de voir dans cette approche, c'est de mesurer ces différents indicateurs sur le béton inqualifié et de regarder s'il dépasse ou non finalement ces valeurs seuil. Je vais maintenant repasser la parole à Lucie qui va vous parler des travaux actuels, donc notamment sur le projet national Perdub. Donc voilà, on vient de voir hein, finalement que l'approche performantielle, elle existait déjà un petit peu. On vient de voir aussi ses intérêts hein, techniques, écologiques, environnementaux. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir finalement quels sont les moyens mis en œuvre pour développer cette approche performantielle qui présente beaucoup d'intérêt. Donc pour développer l'approche performantielle, il y a en France à l'heure actuelle le projet national Perdub, qui est en cours depuis 2013-2014 et qui va encore durer plusieurs mois, qui regroupe 51 partenaires, qui concerne finalement tout le monde du béton. On a à la fois des laboratoires, des maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, des fournisseurs de matières premières, hein, de granulats, de ciment, de coproduits, etc. Des laboratoires publics et privés. Et donc ce projet, il a un budget de un petit peu moins de 4 millions d'euros, tout de même. Hein, donc vraiment, les moyens sont mis en œuvre en France pour pouvoir développer cette approche performantielle. Et finalement, pour développer l'approche performantielle, de quoi on a besoin à l'heure actuelle pour vraiment introduire l'approche performantielle dans le contexte normatif et que les gens aient confiance en elle. Donc on va commencer par la partie un peu modèle de durabilité, puisque finalement, comment à l'heure actuelle on dimensionne, comment on calcule des arrombages, comment on calcule une durabilité, on a besoin de modèles, on a besoin de se référer à des résultats que l'on ne peut pas toujours avoir de manière expérimentale, puisque donc, pour avoir des résultats de durabilité, c'est parfois assez long. Donc dans un premier temps, comment fait-on les estimations avec des modèles? Mais qui dit modèle dit confiance en ces modèles. Donc on a besoin de modèles qui soient robustes, fiables, mais surtout utilisables en contexte opérationnel. Il est important que ces modèles donnent des résultats assez rapidement et surtout avec des données d'entrée qui sont simples. On a besoin également de modes opératoires qui soient robustes, puisque si on caractérise des bétons vis-à-vis de leur performance de durabilité, il faut qu'on ait confiance en les modes opératoires que l'on utilise pour qualifier ces bétons. Donc on a besoin de développer des modes opératoires. On a besoin de bases de données, de retours d'expérience sur des bétons qui viennent d'être formulés, ainsi que sur des bétons qui existent déjà depuis 20, voire même 50 ans. Et on a besoin de critères d'état limite. Par exemple, à quel moment on va considérer que l'ouvrage va vraiment se dégrader, etc. Quels sont finalement les états limites que l'on considère? Est-ce que c'est une profondeur de carbonatation? Est-ce que c'est une vitesse de corrosion, etc. Le projet Perdub, il est construit pour répondre à toutes ces interrogations que l'on a actuellement, donc la partie modélisation, expérimentale, base de données, notamment. Donc il regroupe 5 thèmes. Donc les 3 premiers sont vraiment les thèmes techniques en réalité, donc les essais de durabilité tout d'abord. Donc quels sont les essais que l'on va mettre en place pour caractériser nos bétons? Le thème 2, il va traiter des seuils de performance et surtout aussi de l'évaluation des ouvrages qui existent déjà et de la comparaison des résultats que l'on obtient sur ces ouvrages avec vraiment le développement du modèle et notamment le lien avec le projet ANR Modevi qui vise à développer un modèle de durabilité. On va y revenir. Ensuite, le thème 3 traite des bétons à étudier. Ça va être vraiment la base de données de la durabilité. Donc Gauthier en reparlera dans la suite de cette présentation.
Et ensuite, thème 4 et 5, là, c'est vraiment la valorisation et contractualisation de l'approche scientifique, technique et scientifique qui a été menée dans les 3 premiers thèmes. Comment on introduit ensuite tous ces résultats dans les normes et comment on les valorise au niveau français et européen pour avoir des normes assez homogènes au niveau de l'Europe. Donc premièrement, je vais revenir sur le premier de nos 4 points de départ. De quoi a-t-on besoin pour la définition et pour le développement de l'approche performantielle? On a besoin de modes opératoires, de modèles de durabilité utilisables en contexte opérationnel. C'était l'objet donc du projet ANR Modevi qui est associé au projet national PERVUB, de développer un modèle liant à la fois la phase de dépassivation, c'est-à-dire la phase de pénétration par exemple du CO2 et de pénétration des ions chlorure dans le béton, et la phase de corrosion des armatures. Donc pour cela, un modèle a été développé, le projet est encore en cours, un Modevi, donc on ne peut pas non plus pour l'instant donner tous les détails du modèle. Donc un modèle a été développé avec des données d'entrée qui sont physico-chimiques. C'est-à-dire elles sont disponibles, elles sont simples entre guillemets à obtenir, elles peuvent être disponibles dans les fiches techniques des constituants, chose dont on dispose, et dans la formulation du béton. Bien sûr, si on a des résultats d'essai et un retour d'expérience, c'est encore plus facile d'utiliser ce modèle, mais disons que dans un premier temps, on peut utiliser ce modèle avec uniquement les fiches techniques des constituants et la formulation du béton, ce qui est quand même vraiment très intéressant d'un point de vue opérationnel. Les sorties également sont physico-chimiques, elles sont interprétables de manière assez simple. Typiquement, on peut obtenir une profondeur de carbonatation, on peut obtenir une concentration en ion chlorure et une épaisseur d'acier perdu si on parle de corrosion. Donc c'est assez simple d'interpréter les résultats. Je vois vos questions donc, en parallèle. Donc la question, pourrons-nous avoir la présentation? Oui, elle sera téléchargeable bien sûr juste après le webinaire, juste le temps que l'on la mette en ligne. Voilà. Merci pour vos questions, n'hésitez pas d'ailleurs à les poser. Donc voilà, donc pour ce qui est de la partie modèle de durabilité qui est développé, voilà, c'est vraiment le mot d'ordre du projet ANR Modevi, c'était même si c'est un projet de recherche, c'était d'être proche de l'industrie, donc de développer des modèles qui soient utilisables en contexte opérationnel. Donc, comme vient d'expliquer Lucie, une des étapes clés du projet national PERVUB pour appréhender et encadrer l'approche performantielle, c'était la mise en place de modes opératoires fiables et robustes pour caractériser les bétons. Donc, c'était vraiment la première étape du projet PERVUB. Donc, tout d'abord, une version 1 des modes opératoires des essais de durabilité a été établie via des essais basés sur les normes actuelles. Puis, pour tester la robustesse de ces modes opératoires, une campagne d'essai croisés sur 5 bétons a été réalisée. Cette campagne d'essai a permis de réviser les modes opératoires et de définir une V2 finalement. Cette V2 a été utilisée par la suite pour caractériser les 41 bétons qui permettent d'établir la base de données qui est un des socles finalement du PN PERVUB. À la fin du projet, cette version 2 des modes opératoires sera de nouveau testée via des essais croisés. Donc d'ici fin 2019, début 2020, une nouvelle batterie d'essais croisés sera réalisée pour tester donc, la fiabilité de ces modes opératoires. Et donc l'idée, c'est vraiment de construire des données qui sont fondateurs pour pouvoir être moteur dans la réalisation, l'écriture de nouvelles normes, donc à la fois françaises puis européennes. J'interroge juste Gauthier 2 minutes. Je vois vos questions, on les prend en compte et on fera le point juste à la fin de la présentation. Et donc, comme disait Lucien, un autre point important du projet national PERVUB était donc la mise en place de la base de données. Donc, afin d'établir cette base de données, 41 bétons ont été confectionnés et caractérisés d'un point de vue durabilité et mécanique. Parmi ces 41 bétons, la moitié correspondait à des bétons de référence formulés selon la démarche traditionnelle prescriptive et la moitié étaient des bétons à qualifier avec différents paramètres qui variaient, la nature du liant, la quantité du liant, la qualité des granulats et puis la différentes compacités. Donc cette base de données, cette caractérisation avait pour objectif à la fois bien sûr de mettre en place cette base de données en liant directement les indicateurs de durabilité avec les paramètres de formulation, mais également pour développer le contexte normatif.
voilà, dans le but final d'encadrer l'approche performantielle. Et donc ces différents essais de durabilité, comme expliquait Lucie en début de présentation, permettront dans le futur d'alimenter les modèles, et donc le modèle développé typique ingénieur. Donc nous avons terminé la présentation sur l'approche performantielle. Ce que l'on peut faire, c'est peut-être répondre aux différentes questions. Avant tout, on vous informe qu'un prochain webinar sur le thème de la durabilité aura lieu le 14 octobre 2019 sur la thématique expertise et microstructure. Également, vous pouvez noter qu'il existe différentes formations données au CERIB sur cette thématique-là, donc la durabilité des bétons, et sur la norme béton 206. Et on vous affiche également nos coordonnées, si vous avez besoin par la suite de nous recontacter pour nous poser des questions complémentaires. Alors, on va reprendre juste les questions. Ouais. Donc, pour les personnes qui nous ont demandé quelle est la part de l'effet de site, donc j'imagine l'environnement, bien sûr dans les commentaires, dites-moi si on se trompe. Donc l'environnement, donc le modèle, donc là je vais vous parler de ce qui a été développé un peu au CERIB notamment. On va tenir compte en fait de l'humidité relative de l'environnement. Donc voilà, donc finalement ça permet de prendre en compte les conditions environnementales. On peut prendre en compte des conditions environnementales variables, c'est-à-dire une variation d'une humidité relative autour d'une humidité moyenne. Par exemple, si je prends l'exemple de la ville de Nantes, on peut prendre l'humidité moyenne à l'année et on la fait varier autour de ce chiffre moyen pour évaluer un peu quelle est la variation d'humidité. Donc ça permet de prendre en compte l'environnement dans lequel va se trouver l'ouvrage. On peut prendre en compte la concentration en CO2. Donc si on est en ville ou à la campagne ou dans un tunnel, c'est pas non plus la même. Et on peut prendre en compte la concentration des ions chlorure. Donc voilà, si on a un environnement marin, ou donc vraiment dans l'eau de mer ou seulement en bord de mer, on peut faire varier entre la mer du Nord et la mer Méditerranée, par exemple, qui ne présentent pas exactement non plus les mêmes caractéristiques. Donc voilà, ça c'est des exemples de comment on peut prendre en compte dans le modèle qui est développé au CERIB la partie environnement. Alors je regarde. Alors, comment fait-on pour justifier une durabilité sur une durée de vie de 50 ou 100 ans? Alors, normativement et de manière réglementaire, à l'heure actuelle, on ne peut pas encore se servir du résultat unique de modélisation pour justifier une durée de vie pour un béton en particulier. Lorsqu'on souhaite faire ça, et par exemple, c'est typiquement l'application de l'approche performantielle, on l'a déjà fait, par exemple, pour la nouvelle route du littoral à La Réunion. On a couplé des résultats de simulation avec des caractérisations expérimentales de béton, ce qui est autorisé donc à l'heure actuelle, bien sûr. Et l'approche performantielle a été mise en place dans la démarche globale du projet pour pouvoir justifier donc une durée de vie de mémoire 100 ou 120 ans pour la nouvelle route du littoral, pour les bétons en particulier, donc qui ont été testés avec des expérimentaux et en complément des résultats de simulation. Quels sont les paramètres influents? Voilà, donc typiquement les paramètres environnementaux sont des paramètres qui influent le résultat du modèle, la concentration en CO2, je l'ai dit, l'humidité relative, concentration en ion chlorure. La formulation du béton, quel est le dosage en liant, quel est le rapport eau efficace sur liant, quels sont les granulats, sont-ils poreux, ne sont-ils pas poreux, etc. Ce genre de caractéristiques. Donc c'est à la fois des données de formulation et des données environnementales qui sont prises en compte dans ce genre de modèle. Je ne sais pas si ça répond à vos questions, dites-moi. Et ensuite, oui, est-ce que d'autres, Gauthier peut peut-être... Alors, est-ce que d'autres pays en Europe ont engagé le même type d'études? Et également, comment est intégrée cette approche performantielle dans les autres pays en Europe? Oui, donc tout d'abord, lorsque le projet national Pervub a été monté, il y a eu un premier panorama de l'approche performantielle réalisée en Europe. Effectivement, selon les pays, cette approche est plus ou moins développée. Et donc l'idée vraiment du projet national Pervub, c'est à terme de développer l'approche performantielle en France, mais également en Europe, finalement, pour qu'on travaille tous finalement avec la même ligne directrice. Oui, des projets en fait sont en cours un peu en Europe également, mais pas sur la même ampleur en fait. Ici en France, il y a vraiment des gros moyens qui ont été mis pour développer
pour développer cette approche, on va dire de manière totale, à la fois sur la partie norme, à la fois sur la partie simulation, sur la partie expérimentale, base de données, pour développer en fait en Europe et en France les modes opératoires qui ont été définis dans le projet national PERDUB pour caractériser les bétons de manière fiable et robuste, et testés sur donc 41 bétons tout de même. Ces modes opératoires vont être portés au niveau européen pour en faire des normes d'essai. Voilà, donc ça permet en fait, la France va apporter vraiment une grosse pierre à l'édifice de l'approche performantielle. En complément, il y a un rapport CERIB qui existe, j'ai plus l'année en tête, mais qui doit être disponible sur le site du CERIB, je pense, qui traite de l'approche performantielle à l'international, en fait. Comment sont développées ces approches dans d'autres pays. Oui, c'est un rapport CERIB de 2014, donc écrit par Jonathan Menu sur donc le panorama à l'échelle internationale des approches performantielles de la durabilité des bétons. Voilà, donc vous pouvez vous procurer ce rapport en le demandant au CERIB ou à nous avec nos adresses mail qui sont affichées à l'écran, ou sinon en le téléchargeant directement sur le site du CERIB. Normalement, donc avec le nom de Jonathan Menu. Alors, il y a beaucoup de questions. Quelles vont être les problématiques apportées par des granulats poreux? Alors, en fait, les granulats donc, poreux, comme quand on a un béton qui est plus poreux, par exemple, les matrices cimentaires, vont finalement favoriser la pénétration des espèces agressives dans le béton, donc potentiellement influer sur la durée de vie. Alors après, on ne peut pas conclure, la conclusion de ce que je viens de dire n'est pas si les granulats sont poreux, la durabilité est moins bonne. Bien sûr, ça dépend aussi de l'environnement, ça dépend donc oui de l'environnement, ça dépend de l'humidité relative, etc. Mais voilà, on va dire que des granulats poreux, typiquement ceux de l'île de la Réunion, c'est des roches volcaniques, ce sont des granulats poreux. Et on a vu en fait comment finalement le fait que le granulat soit poreux affectait la durabilité du béton, mais comment également il a été intégré à la globalité du projet, comment tout le projet a été construit autour de ce granulat poreux. Donc ça veut dire que c'est possible de formuler des bétons durables avec des granulats poreux, mais il y a parfois une attention particulière à apporter. Donc des articles peuvent être disponibles, je pense, en ligne, voilà, qui traitent de cet aspect. Puisque finalement, la porosité du granulat donc, a un rôle important sur la porosité du béton, mais cela ne veut pas dire que les propriétés de transfert soient obligatoirement impactées, et lorsqu'elles le sont, il existe d'autres leviers finalement pour atteindre les performances recherchées. Donc la compacité bien sûr du béton via le rapport sur C ou le dosage en ciment. Voilà, donc on est capable quand même de formuler des bétons performants avec des granulats à plus haute porosité. Donc c'est également l'intérêt de l'approche performantielle, d'utiliser des granulats qui ne sont pas forcément de qualité optimale, qui sont codés A, mais potentiellement des granulats qui sont indicés B ou C, voilà, dans certaines de ces caractéristiques. Donc la question suivante sur avez-vous à proposer donc, des bétons moins consommateurs de CO2? Peut-on orienter le choix avec un argumentaire? Alors, oui, on sait aujourd'hui proposer entre guillemets des bétons moins consommateurs de CO2. Alors, il y a un levier, le premier levier, ça peut être le liant, mais c'est pas le seul en fait. C'est ça qu'on oublie souvent. On parle souvent du ciment et des coproduits industriels. C'est un levier, bien sûr, les coproduits industriels, les fumées de silice, les centres volants, le laitier. Mais le second levier, en fait, pour les bétons moins consommateurs de CO2, finalement, c'est toute la démarche de réutilisation de matières premières, de circuits courts dans les granulats, même si ce sont des granulats naturels, etc. C'est un petit peu moins les thématiques de travail de Gauthier et moi-même, mais on a un département, donc économie circulaire au CERIB, qui traite vraiment de ça, de la partie argumentaire finalement. Donc nous, sur ce point de vue-là, on ne pourra pas donner une réponse précise et unique. En revanche, on pourrait, si vous le souhaitez et que vous nous contactez, vous mettre directement en contact avec le département économie circulaire qui, eux, ont l'habitude de traiter ces projets en fait, de démarche globale de mise en place de béton moins consommateur de CO2 sur des projets précis. Il doit y avoir même des exemples sur le site du CERIB d'ailleurs de leurs projets en cours à ce département. Voilà, donc voilà, on vous invite soit à prendre contact comme ça, nous on peut directement pour la partie argumentaire vous mettre en contact avec les personnes, soit sur le site du CERIB vous trouverez aussi des informations à ce sujet. Alors concernant l'accréditation des laboratoires capables d'effectuer des essais performantiels, donc nous le CERIB on est accrédité COFRAC sur différents essais de durabilité que sont la porosité accessible à l'eau, la migration des ions de chlorure et la perméabilité au gaz. Voilà. Donc les 3 essais de performance finalement. Voilà, c'est ça.
Voilà. 3 essais dans lesquels on est accrédité COFRAC. Voilà, pour les réaliser. Donc on est accrédité COFRAC d'ailleurs sur les bétons classiques, mais également sur la norme BFUP. Voilà, donc on peut faire ces essais selon les normes donc classiques et BFUP pour une accréditation COFRAC. Voilà, si évidemment on n'a pas répondu complètement à vos questions, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis voilà, après si vous avez encore d'autres questions, on est encore ici avec vous pour plusieurs minutes. Existe-t-il un retour d'expérience sur la durabilité des bétons pompés? Alors, de mémoire et de ce que moi je sais, Gauthier pourra certainement compléter, mais j'ai pas de souvenir d'essais sur des bétons, d'essais de durabilité sur des bétons directement, mis en éprouvette avec le process de pompage. Ouais, je réfléchis en même temps, mais il me semble pas qu'on ait réalisé de batterie d'essais de durabilité sur béton pompé récemment. Mais c'est une question vraiment très intéressante dans le sens où on parle souvent quand on parle de durabilité, on parle souvent de matériaux, mais il ne faut pas oublier en fait que le process, c'est vraiment très important aussi pour la durabilité. Une bonne vibration, une bonne mise en œuvre, on le répète souvent, mais c'est vraiment très très important pour garantir une durabilité. Donc si on revient à la question précédente là, sur les bétons à plus faible impact environnemental, donc le levier matériau est important, mais le levier process peut l'être aussi également. Vrai, on parle souvent du traitement thermique dans l'industrie de la préfabrication. Voilà, donc le levier process a aussi toute son emprise sur finalement le bilan carbone du produit. Oui, et d'ailleurs, en parlant du levier process, on a vu, au CERIB également, il y a eu des études et une thèse, la thèse de Marjorie Petitpin qui est en ligne, où en fait elle a fait des essais avec des bétons qui durcissent moins vite, donc qui atteignent finalement leurs propriétés mécaniques moins rapidement, typiquement des bétons avec beaucoup de laitiers des hauts fourneaux, etc., qui méritent d'être étuvés. Donc l'étuvage apporte aussi son CO2 dans le process, mais on a vu finalement que utiliser des coproduits industriels réduit tellement entre guillemets l'impact environnemental du béton que le fait d'utiliser un traitement thermique dans le process ne rend pas ce béton moins écologique malgré le traitement thermique, puisque c'est compensé par l'aspect matériau. Voilà, donc en fait, il faut jouer, pour les bétons écologiques, il faut vraiment jouer sur tous les leviers, provenance des constituants eux-mêmes, ainsi que process. Alors, pour la modélisation, à l'heure actuelle, le process, justement, n'est pas pris en compte. Voilà, c'est encore quelque chose qu'il faut vraiment qu'on améliore. En fait, il est prévu dans la prochaine évolution du modèle d'introduire justement l'effet de pot pour la partie modélisation. En fait, le fait que les propriétés de durabilité ne soient pas les mêmes en surface qu'au cœur du matériau. Et ça, c'est directement lié au process. Mais pour l'instant, c'est pas encore pris en compte. Alors concernant le coût d'une étude d'un béton performantiel, donc c'est une bonne question. C'est vraiment une question, je pense, un peu trop vaste pour qu'on puisse répondre là maintenant. Donc désolé, là vous n'aurez pas forcément la réponse. Par contre, ce qu'on peut dire et ce qu'on n'a pas forcément précisé dans la présentation, c'est que l'approche performantielle aussi, il faut l'anticiper. C'est-à-dire qu'on a des essais qui peuvent varier de 1 jusqu'à 4 mois et demi, 5 mois. Donc c'est à prendre en compte aussi lorsqu'on est en phase d'exécution. Voilà, donc c'est vraiment aussi une question d'anticipation lorsqu'on utilise cette approche. Voilà. Et d'ailleurs, le projet Pervub vise un peu à faciliter vraiment l'utilisation. Enfin, on la développe bien sûr, mais le fait de l'introduire ensuite dans le contexte normatif, théoriquement, voilà, c'est vraiment pour aussi faciliter l'approche, puisque si finalement on se retrouve avec quelque chose qui coûte 2 fois plus cher et qui est 3 fois plus long, on sait très bien que personne ne va l'utiliser. Donc en fait, le but ultime aussi du projet Pervub, on commence à entrer dans cette phase, mais on n'y est pas encore exactement, c'est de développer la facilitation d'utilisation de l'approche, en termes de coût et en termes de délai. Donc, merci à vous d'abord pour vos questions qui alimentent le débat. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas soit tout de suite, soit par mail. Si vous avez besoin de contact pour ce dont vous n'avez pas eu exactement les réponses, n'hésitez pas à nous écrire. Et ce webinaire, il va être téléchargeable dès cet après-midi, je pense, sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à le télécharger, la présentation et le webinaire. Voilà. Merci à vous pour vos retours et puis votre écoute. Avec plaisir.
On reste encore disponible 2 minutes avant de couper le live, et puis ensuite on répondra à vos questions en différé. Voilà. Merci, donc Merci. voilà, bonne journée à tous, bonne continuation, et on reste disponible. Bonne journée, au revoir. Au revoir.